La fin du XXe siècle s'abat sur Détroit comme un linceul de rouille et de silence. La ville, autrefois le cœur rugissant de l'Amérique industrielle, n'est plus qu'un colosse aux genoux brisés, un labyrinthe de béton où le rêve américain s'est effondré. Dans ces rues désertées, le vent glacial de l'hiver s'engouffre dans les carcasses d'usines abandonnées, emportant avec lui les derniers échos de la prospérité. C'est dans ce décor de déclin urbain, sous le regard indifférent des gratte-ciel éteints, qu'une peur nouvelle et insidieuse prend racine. Une peur qui ne se nourrit pas seulement de la crise économique et de la criminalité galopante, mais d'une menace invisible et polymorphe qui rôde la nuit. Les femmes de Détroit apprennent à marcher plus vite, à ne plus faire confiance aux ombres, car elles sentent que quelque chose les chasse dans leur propre ville en ruine. La police de Détroit, dépassée et sous-financée, se lance dans une bataille qu'elle ne comprend pas encore. Elle croit traquer un seul prédateur, une ombre insaisissable qui laisse derrière elle une traînée de corps meurtris et d'âmes brisées. Mais la vérité est bien plus terrifiante. La ville est devenue le terrain de chasse de deux cauchemars distincts. L'un est un spectre revenu des jungles du Vietnam, un homme que la nation a transformé en machine à tuer avant de le recracher, brisé, dans les rues. Sa violence est une explosion de rage, un écho assourdissant de la guerre qui continue de tonner dans son esprit. L'autre est un fantôme méthodique et glacial, un prédateur qui se fond dans la normalité, un voisin silencieux dont le passe-temps est de collectionner des vies. La police livre, sans le savoir, une guerre sur deux fronts contre des monstres nés des blessures mêmes de la cité. La question qui hante les nuits de Détroit devient alors insoutenable. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Un monstre forgé dans le feu de la guerre, dont la cruauté est la cicatrice d'un traumatisme national, ou un monstre né du vide, un prédateur au cœur froid qui a toujours vécu parmi nous, dissimulé derrière le masque de la banalité? Détroit n'eut pas le luxe de choisir sa peur. La ville, par son effondrement, a créé l'écosystème parfait pour que ces deux types de prédateurs puissent prospérer, chassant dans les mêmes rues, traquant les mêmes proies aux vulnérables. L'histoire qui suit n'est pas seulement celle d'une enquête policière, mais la chronique d'une ville forcée de regarder en face les deux visages de la terreur qu'elle avait elle-même enfantée. Une terreur double et implacable qui allait marquer son âme à jamais. Dwayne Lee Harris n'a pas toujours été un nom murmuré avec effroi. Avant que la jungle vietnamienne ne s'imprègne dans son âme, il était un jeune homme de Détroit comme tant d'autres, plein des espoirs et des incertitudes de sa génération. Il avait un avenir, peut-être pas flamboyant, mais un avenir tout de même. Un travail à l'usine, une famille, les joies simples d'une vie ordinaire. On pouvait l'imaginer riant avec des amis un samedi soir, ou rêvant à une voiture plus rapide, le regard tourné vers un horizon qui semblait encore accessible. Mais l'appel de la nation a été un couperet qui a scindé sa vie en deux. Le jeune homme qui est parti pour la guerre n'était pas un monstre, c'était une promesse, un citoyen envoyé pour accomplir son devoir, sans se douter que ce devoir allait le déposséder de sa propre humanité, le renvoyant chez lui avec une guerre personnelle à perpétuité. Le retour à Détroit fut le début d'une lente et douloureuse désintégration. Le trastorno de estrés post-traumatico, TEPT, alors mal compris et jamais traité, devint son compagnon de tous les instants. Les bruits de la ville, une portière qui claque, des cris dans la rue, se métamorphosaient en embuscades ennemies et en détonations de mortiers. Il vivait dans un état de siège permanent, prisonnier de flashbacks si vifs qu'ils effaçaient la réalité de son modeste appartement. L'alcool, seul refuge illusoire, ne faisait qu'attiser les braises de sa paranoïa et de sa rage. Sa violence n'était pas le fruit d'un plaisir sadique, mais l'expression tragique et incontrôlable d'un esprit fracturé qui superposait le champ de bataille vietnamien aux friches industrielles de sa propre ville, transformant des femmes innocentes en silhouettes ennemies dans sa guerre sans fin. À l'opposé de ce spectre tourmenté se tenait Shelly Andre Brooks, l'incarnation même de l'effrayante normalité. Pour le monde extérieur, Brooks était un pilier de sa communauté, un père de famille, un employé stable, un homme dont la routine quotidienne était d'une banalité rassurante. Ses voisins le saluaient, ses collègues partageaient un café avec lui et sa famille le voyait comme un homme ordinaire, peut-être un peu distant, mais fiable. Il avait construit autour de lui une forteresse de respectabilité, un masque si parfait qu'il était impénétrable. Cette façade était son arme la plus redoutable, lui permettant de se déplacer parmi ses futures victimes sans jamais éveiller le moindre soupçon. Il était le monstre qui ne se cachait pas dans l'ombre, mais vivait en pleine lumière,
protégé par le sourire anodin qu'il offrait au monde chaque matin. Derrière ce masque se cachait une toute autre entité. Shelley Brooks n'était pas hanté par les démons de la guerre, il était le démon lui-même. Son passé était parsemé de petits délits, de signaux d'alarme ignorés, qui trahissaient un mépris profond et ancien pour les femmes, particulièrement les plus vulnérables. Sa motivation n'avait rien à voir avec un traumatisme. Elle puisait sa source dans une soif glaciale de pouvoir et de contrôle absolu. Chaque meurtre était un acte de domination, la satisfaction d'un besoin prédateur de posséder et d'anéantir. Contrairement à Harris, dont la violence était une explosion chaotique, celle de Brooks était froide, méthodique et réfléchie. Il planifiait ses chasses dans les recoins les plus sombres de Detroit, là où il savait que la société avait déjà abandonné ses proies bien avant qu'il ne les trouve. Les victimes, quant à elles, étaient bien plus que les étiquettes que la société et les médias leur ont accolées. Elles n'étaient pas seulement des prostituées ou des toxicomanes, elles étaient des filles, des sœurs, des mères. L'une d'elles rêvait peut-être d'ouvrir un petit salon de coiffure. Une autre écrivait des poèmes qu'elle ne montrait à personne. Elles avaient des souvenirs d'enfance, des chansons préférées et des chagrins qui les avaient poussées vers les marges de la société. Leur vulnérabilité n'était pas une faiblesse de caractère, mais le résultat d'un système qui les avait rendues invisibles. Leurs vies, complexes et pleines d'espoir brisés, ont été réduites à un simple dossier dans une salle d'archives. Ce scénario s'efforce de leur rendre leur nom, de raconter des fragments de leurs histoires, pour que l'on se souvienne non pas de la façon dont elles sont mortes, mais de la vie qu'on leur a volée. Au cours des années 70, Detroit entame sa longue et douloureuse agonie. Les chocs pétroliers et la concurrence internationale frappent de plein fouet une industrie automobile qui semblait invincible. Les usines, autrefois cathédrales du travail et symboles de la puissance américaine, commencent à fermer leurs portes les unes après les autres. Le chômage de masse s'installe, rongeant le tissu social comme une gangrène. Des quartiers entiers se vident, laissant place à des paysages de désolation, où la nature reprend ses droits sur le béton. C'est dans ce climat de fin du monde que le crime explose, non plus comme une anomalie, mais comme une composante structurelle du quotidien. La ville, abandonnée par le pouvoir public et les investisseurs, devient une terre d'ombre, un terrain fertile, où les prédateurs les plus redoutables pourront bientôt prospérer loin des regards. C'est dans cette métropole en décomposition que Dwayne Lee Harris, le vétéran, fait son retour. Il ne retrouve pas une patrie reconnaissante, mais une ville qui lui ressemble, brisée, en colère et sans avenir. Les compétences qu'il a acquises pour survivre dans l'enfer vert du Vietnam, l'hypervigilance, la capacité à tuer sans hésiter sont devenus des handicaps mortels dans la jungle urbaine. Personne ne veut employer un homme au regard hanté. Personne ne comprend les démons qui le rongent. Rejeté par la société qui l'a envoyé à la guerre, il s'isole, dérivant d'un petit boulot à l'autre, son seul compagnon étant la bouteille. Sa descente aux enfers commence ici, dans la solitude et l'indifférence, son esprit devenant un champ de bataille, où le passé et le présent se livrent un combat sans merci. L'instabilité psychologique de Harris ne tarde pas à se muer en violence physique. L'escalade est progressive, insidieuse. Au début, ce sont des éclats de voix, des objets brisés, lors de crises de rage incontrôlables dans son appartement. Puis, la violence se tourne vers les autres, d'abord lors de bagarres de bar, puis au sein de ses relations intimes. Les femmes qui partagent sa vie deviennent les réceptacles de sa fureur. Le point de non-retour est atteint lors de son premier meurtre. Ce n'est pas un acte prémédité, mais l'aboutissement d'une dissociation psychique. Dans un éclair de folie, la femme qui lui fait face n'est plus une personne, mais une menace, une silhouette ennemie. L'acte est d'une brutalité inouïe, presque impersonnelle, laissant Harris seul face à l'horreur, aussi confus et terrifié que sa victime. Pendant que Harris sombre publiquement, un autre mâle, plus silencieux et plus patient, commence son œuvre. Shelley Andre Brooks, le Céphador, entre en scène. Sa première chasse est un chef-d'œuvre de discrétion. Loin de la fureur explosive du vétéran, Brooks agit avec un calme chirurgical. Il choisit sa victime avec soin, une femme marginalisée, dont personne ne remarquera la disparition immédiate. Il l'attire dans un lieu isolé, une des innombrables maisons abandonnées qui parsèment la ville. L'acte n'est pas une perte de contrôle, mais une prise de contrôle totale. C'est la concrétisation d'un fantasme de pouvoir absolu. Lorsque le corps est finalement découvert, sa mort est classée comme un autre drame sordide dans une ville qui en compte des centaines.
Une tragédie anonyme qui permet au prédateur de retourner à sa vie normale, son secret parfaitement gardé. À la charnière des années 80 et 90, la terreur atteint son paroxysme. Les deux assassins sont désormais pleinement actifs, opérant simultanément sur le même territoire. Les découvertes de corps de femmes deviennent si fréquentes qu'elles créent un climat de psychose collective. Les médias s'emparent de l'affaire, forgeant le mythe d'une menace unique et omnipotente, une ombre qui plane sur Detroit. La peur s'infiltre partout, dans chaque foyer, chaque conversation. Les femmes n'osent plus sortir seules la nuit. La police, face à cette épidémie de violence, est persuadée de chasser un seul homme, un monstre aux multiples visages. Personne, absolument personne, n'envisage l'effroyable vérité. La ville n'est pas hantée par un fantôme, mais assiégée par deux armées distinctes. Au quartier général de la police de Détroit, c'est le chaos. Une force spéciale est mise sur pied, mais elle piétine. Sur la grande carte de la ville, les épingles représentant les meurtres forment une constellation incompréhensible. Les modes opératoires sont déroutants, contradictoires. Une victime est retrouvée étranglée, son corps soigneusement dissimulé. Une autre est battue à mort, laissée sur place dans un déchaînement de violence brute. Les enquêteurs sont au bord de la rupture, noyés sous les dossiers, frustrés par le manque de ressources et de pistes claires. Les débats font rage. Est-ce un seul tueur incroyablement versatile, capable de changer de signature à volonté, ou une vague de crimes, sans lien, le produit de la violence endémique de la ville? La piste de deux tueurs en série prolifiques semble si improbable qu'elle est à peine considérée. Le dénouement pour Dwayne Harris viendra finalement de sa propre nature chaotique. Ce n'est pas une déduction brillante qui le trahit, mais une erreur, une fissure dans son armure de rage. Peut-être laisse-t-il derrière lui un objet personnel sur une scène de crime, dans la confusion qui suit son acte. Ou peut-être, lors d'une nuit d'ivresse plus sombre que les autres, ces vantardises macabres parviennent-elles aux oreilles d'un informateur. Un détail, une seule information, suffit à attirer l'attention d'un inspecteur tenace. L'étau commence à se resserrer. Pour la première fois, la police a un nom, un visage à mettre sur l'un des fantômes qui la hantent. La traque du vétéran entre dans sa phase finale, laissant les enquêteurs croire que la fin du cauchemar est proche. Pourtant, alors que toutes les ressources policières se concentrent sur la capture imminente de Harris, le Cefador continue sa chasse en toute impunité. La focalisation sur le vétéran lui offre un camouflage parfait. Chaque article de journal, chaque reportage télévisé sur l'enquête en cours renforce son invisibilité. La ville retient son souffle, attendant l'arrestation du monstre, persuadée qu'une fois Harris derrière les barreaux, la sécurité reviendra. C'est une illusion tragique. Shelly Brooks, l'homme de famille sans histoire, continue de sillonner les rues, de choisir ses proies et de les faire disparaître dans le silence. L'arrestation de Harris apportera un faux soulagement à Detroit, fermant un chapitre sanglant tout en laissant l'autre, plus insidieux, se poursuivre pendant encore de longues et meurtrières années. La tension à Detroit peut se ressentir dans deux scènes parallèles, deux rituels nocturnes se déroulant à quelques kilomètres de distance. Dans un appartement suffocant qui sent l'alcool et le regret, Dwayne Harris est assis dans le noir. Le bruit d'un pot d'échappement dans la rue suffit à le propulser 20 ans en arrière, dans la moiteur étouffante d'une jungle en feu. La sueur perle sur son front. Il hume l'odeur fantôme du napalm. Le vrombissement des hélicoptères résonne dans son crâne. Sa main se crispe, cherchant une arme qui n'est plus là. Au même moment, dans le garage propre et bien rangé d'une maison de banlieue, Shelly Brooks prépare sa voiture avec une méticulosité de chirurgien. Il vérifie la pression des pneus, plie soigneusement une couverture dans le coffre, à côté d'une caisse à outils. Il n'y a pas de rage ici, seulement le calme et le silence d'une routine mortelle. L'un est un homme hanté par la violence, l'autre est un homme qui la planifie. Un inspecteur principal de la brigade criminelle, la barbe de 3 jours et les yeux cernés par la fatigue, confierait plus tard l'épuisement de cette chasse. « On avait l'impression de traquer des fantômes », dirait-il, sa voix rauque enregistrée sur une vieille cassette. Chaque matin, on arrivait au bureau et une nouvelle épingle venait s'ajouter à la carte. On avait les visages des victimes placardés sur le mur et elles nous fixaient. Elles nous suppliaient de trouver des réponses. Mais on n'avait rien. Les pistes se contredisaient. Les témoignages ne menaient nulle part. On buvait du café froid à 3 heures du matin, en se demandant si le tueur n'était pas la ville elle-même, si Détroit n'était pas devenue une entité affamée qui dévorait ses propres enfants. On se sentait incroyablement petit et impuissant face à l'ampleur du mal.
Le souffle de la mort frôle parfois de très près sans frapper. Imaginez une jeune femme attendant le bus par une nuit glaciale. Une voiture ralentit. Le conducteur lui offre un sourire rassurant, propose de la déposer. Il a l'air si normal, si gentil. Elle hésite, puis accepte. Les premiers kilomètres se passent en banalité, mais un sentiment de malaise s'installe. Il ne prend pas la bonne direction, s'engageant dans une rue bordée d'entrepôts obscurs. Le déclic du verrouillage centralisé résonne comme un coup de feu. L'odeur dans la voiture, un mélange de renfermés et de produits chimiques, lui donne la nausée. Le ton de sa voix change, devient plat, prédateur. La panique pure lui donne la force de se jeter sur la portière, de se débattre et de s'enfuir en courant dans la nuit. Le son des pneus qui crissent derrière elle, n'osant jamais se retourner. La tension est aussi tissée dans l'ironie tragique de ces chemins qui auraient bien pu se croiser. Un soir, Dwayne Harris, titubant d'ivresse, passe devant une ruelle sombre, marmonnant des injures à ses démons invisibles. Il ne voit pas la voiture garée dans l'ombre, moteur éteint, où Shelley Brooks vient de commettre son dernier meurtre. Quelques jours plus tard, un enquêteur examine la scène d'un crime de Harris dans une usine désaffectée. Dans une pièce voisine, parmi les détritus, il remarque une chaussure de femme isolée et une vieille tache sombre sur le sol. Il n'y prête pas attention, l'attribuant à la décrépitude générale des lieux. Il est à quelques mètres seulement d'une preuve appartenant à une victime du céphador, mais il ne le sait pas. Le public sait, lui, que les deux monstres se frôlent, rendant l'inaction des personnages encore plus insoutenable. Le suspense atteint son comble lorsque l'enquête se concentre enfin sur une piste solide, le profil du vétéran. Les enquêteurs pensent avoir trouvé leur fil d'Ariane. La violence explosive, la rage post-traumatique, tout semble correspondre aux crimes les plus brutaux. Une vague d'optimisme prudent déferle sur la force spéciale. Ils ont un type de suspect, une direction à suivre. Ils célèbrent cette avancée, persuadés d'être sur le point de capturer l'unique monstre de Detroit. Cette certitude est le plus grand allié de Shelley Brooks. Pendant que toute la lumière est braquée sur Harris, il continue d'opérer dans l'ombre, la plus totale, plus libre et plus dangereux que jamais. La police avait enfin une cible, mais comment pouvait-elle arrêter un tueur dont elle ne soupçonnait même pas l'existence? La psychologie de Dwayne Harris est celle d'un homme à qui on a volé la paix. La guerre du Vietnam ne s'est jamais terminée pour lui. Elle a simplement changé de décor. L'armée américaine l'avait conditionné à déshumaniser un ennemi invisible, à réagir à la moindre menace par une violence létale pour survivre. Mais personne ne lui a jamais appris à désactiver ce mécanisme. De retour chez lui, son cerveau est resté câblé pour le combat. Chaque visage inconnu était une menace potentielle, chaque dispute une embuscade. La société qui l'a acclamé en tant que soldat l'a ensuite abandonné en tant qu'homme brisé, le laissant seul avec ses fantômes. Sa violence n'est donc pas seulement le fruit de la folie, mais la conséquence directe d'une politique nationale. On a fabriqué un soldat parfait, mais on a oublié qu'il y avait un homme à l'intérieur, un homme qui finirait par se retourner contre le monde qu'il avait sacrifié. À l'inverse, Shelley Brooks est le produit d'un vide moral et non d'un traumatisme. Il n'a pas eu besoin d'une guerre pour devenir un monstre. La décadence de Detroit était son écosystème naturel, son terrain de jeu. Les milliers de maisons abandonnées n'étaient non pas pour lui un symbole de crise, mais une offre infinie de scènes de crimes privés, des hôtels où il pouvait exercer son culte du pouvoir. Son choix de victimes, des femmes en marge de la société, était d'une logique prédatrice implacable. Il ne chassait pas seulement par opportunité, mais par idéologie, en s'attaquant à celles que la société méprisait ou ignorait déjà. Il validait son propre sentiment de supériorité. Chaque meurtre était un acte philosophique pour lui. Il prouvait que certaines vies n'avaient aucune valeur et qu'il avait le droit divin de décider lesquelles. Le drame de Détroit est aussi celui d'une faillite institutionnelle. La police de la ville, autrefois l'une des plus modernes du pays, était devenue l'ombre d'elle-même. Confrontée à une explosion de la criminalité et à des coupes budgétaires drastiques, les services de police étaient en état de siège permanent. Les technologies d'investigation, comme l'analyse ADN, n'en étaient qu'à leur balbutiement et n'étaient pas largement accessibles. Face au volume écrasant d'homicides, une sorte de triage macabre s'opérait inconsciemment. La mort d'une prostituée ou d'une toxicomane, bien que tragique, ne mobilisait pas les mêmes ressources que celles d'une citoyenne respectable. Le système n'était pas seulement en train d'échouer à attraper les tueurs. Il avait créé un environnement où les prédateurs savaient qu'ils pouvaient opérer avec un risque minimal.
Cette faille institutionnelle reposait sur un problème social plus profond, l'invisibilité des victimes. La crise économique avait jeté des milliers de personnes dans la précarité la plus totale, forçant de nombreuses femmes à se tourner vers la prostitution ou la drogue, non par choix, mais par pure nécessité de survie. En faisant cela, elles sortaient du radar de la société respectable. Leur disparition n'était souvent signalée que tardivement, et leur sort suscitait plus de jugement que de compassion. Shelley Brooks l'avait parfaitement compris. Il était l'aboutissement d'une chaîne de mépris. La société les marginalisait, la police les négligeait, et lui les éliminait. Son terrain de chasse n'était pas tant les rues sombres de Détroit que l'indifférence collective d'une ville qui avait cessé de se soucier de ses enfants les plus vulnérables. En fin de compte, l'histoire de Harris et de Brooks est un miroir tendu à la société américaine. Ces deux hommes ne sont pas de simples anomalies, des pommes pourries dans un panier sain. Ils sont les symptômes extrêmes de pathologies sociales, distinctes et pourtant connectées. Harris incarne l'échec d'une nation à prendre soin de ses soldats, le monstre créé par sa propre machine de guerre. Brooks incarne l'échec d'une communauté à protéger ses citoyens, le prédateur qui prospère sur la décomposition sociale et l'indifférence. Détroit n'a pas seulement été le théâtre de leurs crimes. La ville a fourni le scénario, les accessoires et l'obscurité nécessaire qu'à leur passage à l'acte. La véritable question n'est donc pas de savoir comment de tels monstres ont pu exister, mais comment notre monde a créé les conditions parfaites pour leur éclosion. Le point culminant de la chasse aux vétérans n'est pas une confrontation spectaculaire, mais une scène d'une poignante banalité. C'est à l'aube que les forces de l'ordre encerclent le petit immeuble délabré où vit Dwayne Lee Harris. Il n'y a pas de tir, pas de résistance acharnée. La porte est enfoncée et ils le trouvent à l'intérieur, assis à sa table de cuisine, l'air plus confus et fatigué que menaçant. Le monstre qui a terrorisé la ville a le visage d'un homme brisé, d'un soldat perdu qui n'a jamais trouvé le chemin du retour. Menotté, il traverse le couloir sous le regard incrédule de ses voisins qui ne voient moins qu'un homme malade et solitaire. La nouvelle de son arrestation se répand comme une traînée de poux. Detroit pousse un soupir de soulagement collectif, croyant à tort que son long cauchemar est enfin terminé. Le procès de Dwayne Harris captive la nation et transforme la salle d'audience en un forum sur les blessures invisibles de la guerre. Pour l'accusation, il est un prédateur sadique qui a utilisé son passé de vétéran comme une excuse pour assouvir ses pulsions meurtrières. La défense, au contraire, plaide la responsabilité atténuée, dépeignant un homme dont le libre arbitre a été anéanti par un TSPT sévère et non traité. Des experts psychiatres défilent à la barre, expliquant comment les horreurs du Vietnam ont pu créer un état dissociatif permanent. Le verdict, la prison à vie, est accueilli avec un sentiment mitigé. La justice a-t-elle vraiment été rendue ou la société a-t-elle simplement enfermé le symptôme de son propre échec à guérir ceux qu'elle a envoyés se battre en son? Pendant que Harris est jugé et que la ville pense ses plaies, une ombre continue de planer. 1 an après l'incarcération du vétéran, le corps d'une jeune femme est découvert dans un terrain vague. Le mode opératoire est méticuleux, propre, différent de la furie de Harris. La police est perplexe. Ils envisagent la piste d'un imitateur, ou plus probablement, un crime isolé sans lien avec la grande affaire désormais close. Les médias accordent peu d'attention à ce nouveau meurtre, le public étant convaincu du retour à la normale. Cette fausse sécurité est le bouclier le plus efficace de Shelley Brooks. Le céphador, le tueur le plus intelligent et le plus prolifique des deux, continue sa chasse silencieuse pendant encore plus d'une décennie, profitant de l'aveuglement d'une ville qui a cru avoir vaincu son démon. Les années passent. Les dossiers des meurtres non résolus des années 90 prennent la poussière sur les étagères des archives. L'affaire du Céphador de Detroit est devenue une légende urbaine, un cold case parmi tant d'autres. Mais la science, elle, ne dort jamais. Au début des années 2000, une nouvelle unité spécialisée dans les affaires non résolues décide de soumettre à nouveau les anciennes preuves aux technologies modernes d'analyse ADN. Un technicien de laboratoire, un jour de routine, entre les données d'un minuscule échantillon biologique prélevé sur une victime près de 15 ans plus tôt. L'ordinateur émet un bip, une correspondance. Le fantôme a enfin un nom, enregistré dans la base de données pour un délit mineur. Shelley Andre Brooks. Le choc est total. Le prédateur invisible vivait au grand jour depuis tout ce temps. L'arrestation de Shelley Brooks est surréaliste. Les inspecteurs ne trouvent pas un monstre reclus, mais un homme d'âge moyen,
respectable sur son lieu de travail. Il est calme, coopératif, presque détaché, son masque de normalité ne se fissurant qu'à peine. Pour sa famille, ses amis, ses collègues, la nouvelle est une déflagration, une impossibilité. Le procès qui suit est une formalité macabre. Contrairement à celui de Harris, il n'y a pas de débat psychologique. Il n'y a que la science froide et implacable des preuves ADN qui le relient, une à une litanie de victimes oubliées. La condamnation à la prison à vie met un point final à la double terreur de Detroit. 2 décennies après le début de la chasse, les 2 cauchemars de la ville sont enfin derrière les barreaux, révélant l'ampleur d'une tragédie qui a duré bien plus longtemps que quiconque ne l'avait imaginé. L'histoire terrifiante du vétéran et du Ceifador n'est finalement pas seulement le récit de 2 assassins en série, mais le portrait d'une ville à son point de rupture et d'une nation confrontée à ses propres démons. C'est une chronique qui expose les conséquences dévastatrices de l'indifférence. Elle nous interroge sur la façon dont nous traitons nos soldats, que nous façonnons pour la violence avant de les abandonner à leur traumatisme, et sur la manière dont nous fermons les yeux sur nos citoyens les plus fragiles, les rendant invisibles et vulnérables. Le cas nous force à poser une question dérangeante. Qui sont les vrais monstres? Ceux qui commettent des actes odieux, ou la société qui, par négligence et par mépris, crée l'obscurité parfaite pour que de tels prédateurs puissent naître et prospérer? L'héritage sanglant de Détroit reste un avertissement sombre, ce qui arrive lorsque nous nous détournons de nos problèmes les plus profonds.